Bonjour, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Je suis désolé, Mike ne va pas nous accompagner, il a un petit problème familial et il va nous rejoindre dès la semaine prochaine et je serai tout seul. Donc face à un monstre de la politique que nous avons invité, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, bien au contraire, Ralph Monplaisir, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Marajo. J'espère que pour Mike, ce n'est pas trop grave. Non, c'est pas grave. Je regrette qu'il ne soit pas là, car d'abord, je veux dire bonsoir à tout le monde, mais subir les assauts de personnages tels que vous, tout seul, je n'aurais même pas le répit de pouvoir voir qu'il y a quelqu'un d'autre que vous savez que Mike n'a pas très bonne réputation auprès de certains hommes politiques. Et lui non plus n'a pas la langue dans la poche. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je vais essayer de le remplacer. Oh bon. Là là. Très bien. Alors, je rappelle pour ceux qui ne suivent pas l'actualité que vous êtes malgré tout le maire de Casse-Pilote, que Casse-Pilote est une petite commune de la côte Caraïbe de la Martinique. Je rappellerai que vous êtes le président du SMEM, qui est le syndicat mixte de l'électricité de la Martinique, et rappeler à certains de nos élus, conseillers municipaux ou parlementaires que le SMEM, c'est quand même un organisme central de la gestion de l'énergie à la Martinique, au-delà de l'électricité, simplement de l'énergie. Voilà, et puis je ne parle pas de toutes vos casquettes. Vous êtes quand même membre du clan Monplaisir, cette grande famille qui a marqué l'économie et l'histoire de l'économie. Donc on va travailler sur tous ces domaines. J'ai quand même envie de commencer par vous demander qu'est-ce qui se passe à Casse-Pilote. Pourquoi il y a cette espèce de semi-émeute quand les gens de la Sopamar viennent s'intéresser aux droits du littoral. Qu'est-ce qui se passe à Casse-Pilote? Je ne dis rien qui se passe. Nous avons été très heureux de la venue de la Sopamar parce que nous avons eu une publicité gratuite que nous n'attendions pas. Vous retournez les choses à votre avantage. Mais non, mais nous n'avons aucun problème. Pour les gens qui n'y connaissent rien et qui débarquent dans l'émission, qui débarquent tout simplement dans l'actualité, qui découvrent, on a bien l'impression qu'il y a un conflit en latent ou en germe entre la Sopamar et deux restaurateurs qui sont soutenus par une partie de la population. Le maire se situe où, là? Il est entre les deux, il est neutre ou il a déjà pris parti? Le maire est pour la commune de Casse-Pilote, d'autant plus qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. Alors, quel est le problème? Le problème qui a été soulevé, ce serait qu'il y aurait sur le front de mer une entreprise, à savoir un restaurant, qui aurait qui bloquerait le passage du front de mer pour que les gens puissent aller et venir. Allons jusqu'au bout de la publicité, le restaurant s'appelle Chez Dada. Non, c'est le Shell. Le Shell, voilà. Et comme je l'ai expliqué, il n'y a aucun barrage de la part du Shell. La preuve, c'est que la Sopamar a pu passer. Aucune entrave à la circulation. Aucune entrave. Il y a eu une fois quelqu'un qui est venu se plaindre, une personne d'un certain âge, qui avait été bousculé par le gérant de ce restaurant. J'ai été voir le propriétaire du restaurant et le gérant, et j'ai bien dit au gérant qu'ici, nous sommes à Casse-Pilote, tout le monde peut circuler. Et personne ne bouscule. C'est le front de mer, et que si ça arrive encore, ils n'auront plus la possibilité de s'installer nullement sur le front de mer avec leur table et autres. D'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est calmé. Chez Dada, qu'est-ce qui se passe? Chez Dada n'est pas dans le chemin. Ouais. Chez Dada, c'est une installation qui s'est faite sur le front de mer, sur une pointe qui est artificielle, parce que ça a été posé pour l'embouchure de la rivière, quand on faisait les travaux de protection de la rivière. D'ailleurs, ça a été antérieur à moi. C'est pas moi qui ai fait ces travaux-là, c'est avant que j'arrive. Et sur cette pointe, il y avait un petit kiosque. C'était le marché, c'était le centre commercial de la drogue de Casse-Pilote. Aïe. Ah ben oui, c'est là quand j'étais candidat. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller là parce que j'allais parler aux jeunes pour essayer de les amener à voter pour moi. Il y avait parmi eux un jeune un peu plus tonique et à qui j'ai expliqué que s'il me soutenait politiquement, je l'aiderais dans le cadre de son travail à trouver du travail et autres, mais que déjà pour commencer, je lui assurerais une place d'adjoint au maire. Il n'a pas voulu me croire au début, mais il m'a quand même
soutenu, il m'a fait confiance et il a été adjoint au maire. Je l'ai aidé, il a eu du boulot. Après, il est parti en métropole. Bon, il n'était pas avec nous à la deuxième mandature. Mais on a fait partir toute cette installation. D'accord. Et ensuite, il y a eu des restaurateurs, des gens qui avaient ce qu'on appelle qui vendent, vous savez, sur le bord des routes avec des roulottes. Des roulottes, quoi. Ouais. Mais rien de très hygiénique, de très beau. Je les ai progressivement arrêtés. Il y a quelqu'un qui s'appelle M. Fordan qui est venu me voir parce qu'il voulait installer quelque chose pour vendre. De pérenne. Oui, au départ, c'était quelque chose. Bon, je lui ai donné mon accord à une condition, c'est que ce soit léger, enfin plusieurs conditions, que ce soit léger et que ce soit propre. Parce que j'ai dit, si ce n'est pas propre, ça ne m'intéresse pas. Il faut que le front de mer soit propre. C'est ce qui s'est passé et progressivement, son activité s'est développée. Il a créé une vie dans la commune et toutes les autres activités de restauration qu'il y a le long de la côte bénéficient de cet attrait. Parce qu'il attire quand même beaucoup de monde. Il attire du monde. Oui. Le vendredi soir, le mercredi soir, le jeudi, quand il fait ses soirées, on ne peut pas circuler. Donc, je vais d'ailleurs devoir mettre en place quelque chose pour le parking. Mais est-ce que tout ça est légal, monsieur le maire? Alors, est-ce que tout ça est fait dans la légalité? Absolument, c'est ça la question. Parce que c'est un peu la question de la Sopamar. Voilà. Et comme j'ai dit à Sopamar, j'ai dit merci à Sopamar de venir me faire ces remarques. Ça m'aide et c'est constructif. Oui. C'est une critique constructive. Mais est-ce que la population partage votre opinion? Alors, ce qui s'est passé, il faut comprendre comment ça s'est passé. D'abord, il faut savoir qu'ils sont là, que Dada est là. Nous avons signé quelque chose avec lui de bonne foi pour lui permettre d'avoir son courant, son eau. Et on s'aperçoit que nous n'avons pas les moyens de signer parce que nous ne savons pas qui est propriétaire du lieu. Pourquoi? Parce que c'est un ajout qui a été fait et il n'y a pas de relevé cadastral, il n'y a pas de numéro de cadastre pour cette parcelle. Donc du coup, on a décidé de faire un relevé cadastral qui est en cours. Notre géomètre, avec qui on a le contrat, le marché pour la commune, a eu des problèmes de santé, donc ne pouvait pas réagir tout de suite, mais c'est en cours. Nous avons vu M. Boutrin, qui est responsable à la CTM de tout ce qui est la côte et le port, et M. Boutrin nous a dit qu'il est tout à fait ouvert à ce qu'on présente un projet d'AOT. Et AOT, pour nos téléspectateurs, c'est autorisation d'occupation temporaire. D'occupation temporaire. Donc cette AOT qui est délivrée par la CTM qui est propriétaire. Et après quoi, nous, on pourra signer une convention avec M. Fordan, on a déjà signé quelque chose. Donc c'est simplement une espèce de mise aux normes. Oui, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Et je vous dis, il n'y a rien, tout est transparent. Donc on n'a pas de problème. Mais vous savez, je pense que la Sopamar, avec qui j'ai des rapports, je dirais très corrects, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, donc c'est pas du cinéma. Si aujourd'hui je disais cela de la Sopamar, on pourrait dire « Ah, il a flatté yo ». Ce n'est pas vrai, j'ai répété, je répète, il y a plusieurs années de ça, je me suis trouvé à Trinité, il y avait les assises de la mer, il y avait 3 personnes de la Sopamar qui étaient présentes et il y avait beaucoup de monde. C'était au cinéma de Trinité, la salle où ça se passait, c'est la mairie qui organisait. On parlait de la mer, j'ai pris la parole pour dire tout ce que je pensais de bien de la Sopamar, en expliquant que j'avais été le premier à dire que ces gens-là m'embêtaient et que je trouvais qu'ils nous cassaient les pieds et que je m'étais rendu compte finalement, que heureusement qu'ils avaient été là, ils avaient sauvé la mangrove, ils avaient empêché que le bord de mer ne soit bouché, mais que finalement, le fin mot de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à eux, il y avait des choses de fait, et qu'on avait évolué, qu'on découvrait, qu'on se rendait compte de l'intérêt de l'écologie, de la protection, et que tout ça faisait qu'aujourd'hui la Sopamar agissait et pouvait agir d'une autre façon, dans un cadre moins, je dirais, dynamique, parce qu'ils étaient obligés peut-être à ce moment-là d'avoir des attitudes... De taper du poing sur la table. Oui, pour se faire entendre, mais qu'aujourd'hui c'était correct. Donc je n'ai jamais... à partir de cette période, d'ailleurs un peu avant, j'avais déjà changé mon fusil d'épaule, je considérais que c'était des gens nécessaires. D'accord. Mais c'est pas parce qu'on est nécessaire
qu'on dit toujours la vérité. Et on peut, ou tout au moins, on a une vérité qui n'est pas forcément celle de l'autre. Et on peut avoir un débat. Et là, qui est-ce qui a la vérité? Eh bien, la vérité, c'est que la Sopamar s'est fait posséder. Là, sur ce dossier. Mais bien sûr. Ben, c'est pas des gens qui se laissent manipuler comme ça. Mais ils ne se sont pas fait manipuler, ils se sont fait posséder. Ils ont dit eux-mêmes qu'on les a appelés pour qu'ils viennent voir. Mais qui serait à l'origine de ça? Et ils ont refusé de dire qui, mais moi je me doute de qui c'est. Alors c'est qui, puisque ben, vous n'avez pas la langue de bois? Je vais venir dans une minute, mais il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Vous pensez que c'est lié à quelqu'un qui ne serait pas content de la concurrence ou quelque chose comme ça? Non, c'est politique, c'est politique. C'est politique. Mais bien sûr. Donc c'est vous qui êtes visé. C'est pas attendez. Dada et c'est pas le Shell. Mais non, mais je vais vous dire, la Sopamar Alors, dites-nous tout. nous a dit qu'elle était intervenue au Marin. Oui. Quand le maire du Marin a reçu la Sopamar qui intervenait, c'était parce qu'il y a une histoire de rivière. Tout à fait. Donc, il y avait des gens qui pouvaient être pour et des gens contre. Ils sont intervenus à Ducos, Mangrove. Il y a des gens pour, des gens contre. Ils interviennent à Casse-Pilote contre un pilotin qui gagne sa vie, qui crée quelque chose de positif dans la commune. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? La population de Casse-Pilote leur dit à Sopamar, halte là. Personne n'a manipulé la population de Casse-Pilote. Personne ne les a appelés pour dire venez soutenir. Non, je vais vous expliquer. Ça a été spontané. Mais oui, mais ce qui s'est passé, il faut savoir comment ça s'est passé. Je suis à Sainte-Anne. Oui. Ma fille était venue en Martinique pour 3 jours dans le cadre de travail. Et j'avais accepté de l'amener à la plage à Sainte-Anne un jeudi. Ça m'arrive jamais. Me voilà parti, j'emmène ma fille. Téléphone sonne. Allô? Oui? Michel May? Je dis oui. Qui est là? Louis Régis. Je dis, président, c'est où qu'il a? Oui, oui, oui. Mais président... Il faut rappeler que Louis Régis est président de la Sopamar. Voilà. Alors je dis, mais président, sont là. Il me dit, mais moi, Casse-Pilote, on devant la mairie. Alors je dis, mais président, mon papa, mon pas là. Ou pas jamais mon alors, il m'a dit, mais faut que nous, mais président, si vous voulez, nous allons manger ensemble, mais l'autre semaine, nous allons manger Casse-Pilote, nous allons manger en l'autre côté. Mais non, ça va pas être possible. Je dis, mais pourquoi? Eh bien, nous, là, on est venus, c'est pour le front de mer, et moi pas seul. Je dis, non, ben, président, ça, c'est différent, si vous pas seul, mais pas de problème, parce que les mon besoin, ou pas jamais tourner de rôle, moi, toujours coûter, moi, toujours aider, moi, là, au début. Moi, là, moi, qu'à coûter, moi, peut aider, moi, qu'à aider. Bon, ben, très bien, quittons-nous, ouais. Alors, je lui réponds, je lui dis, mais président, c'est vous qui avez choisi. Mais dis-moi, mais après carnaval? Eh bien, oui, nous avons fait ça après carnaval, maman est là, ça nous dit, nous avons fait samedi. Je l'entends qu'il parle. Et bon, d'accord. Eh bien, monsieur le maire, samedi 9h. Bon, très bien. Samedi 9h, moi, quand je devant la mairie, je dis moi-même quand là, monsieur le président. Donc, vous avez pris rendez-vous avec la Sopamar? À ce moment-là, je prends rendez-vous. D'accord. Le vendredi matin, tout le monde m'annonce qu'il y a eu des prises de vue d'une télévision de la Martinique et que ces prises de vue diffusées, la Sopamar se promenait sur le front de mer pour des problèmes de circulation, de caïdada, et que le journaliste a annoncé, samedi matin, 9h, la Sopamar revient pour voir le maire. Aïe. Mais monsieur, l'invitation était faite. D'accord, la population était au courant. La population était au courant. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont envoyé la Sopamar, c'est un parti politique martiniquais. Non, allez, dites-nous tout. Vous n'avez pas la langue de bois. Non, mais je vais vous dire. Vous dénoncez un parti politique. Je ne dénonce pas, je dis ce que j'ai compris. Allons-y. On est venu me voir. Quel était le parti politique? On est venu me voir. Oui. On m'a dit, Ralph, tu sais, prépare-toi, il y a qu'à entrer en l'eau. Je dis, ouais, mais tu sais quoi? La Chimie a donné des instructions au PPM. Je dis, est-ce qu'il a donné des instructions au PPM? Je répète ce qu'on m'a dit. Oui, il dit, c'est Bougla. Messieurs, vous autres café, ça, n'est pas de problème. Mais ni en bas, moi, l'ai assuré. Ni en même Martinique, vous autres déchouqué, coûte à bas, moi, c'est, mais Casse-Pilote là, mon plaisir, vous autres tiré. Non, attendez. Je vous dis que c'est ce qu'on m'a dit. Attendez, vous êtes en train de nous dire que quelqu'un est venu vous dire que Serge Letchimy a donné des instructions. A donné des instructions. Comment est-ce possible? Ah ben, j'en sais rien, moi. Vous y croyez? Ben, je sais pas. Vous savez pas quand vous dites aux innocents les baies pleines? Non, vous y croyez? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi après ça? J'ai dit, ben, vous n'avez pas décroché votre téléphone pour appeler Serge Letchimy? J'ai dit, non, ben si c'est ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je... Mais je pense que... Vous y croyez? Je pense que peut-être qu'on a induit monsieur
Monsieur Lassopama en Monsieur erreur. Louis Régis. Je n'ai pas dit Monsieur Louis Régis, j'ai dit Lassopama en erreur. Et vous pensez qu'il y a des liens directs entre le Lassopama a dit, et très franchement, Lassopama. et je crois Lassopama a dit, nous ne sommes pas venus ici faire de la politique. D'accord. Mais on peut avoir mal indiqué à Lassopama certaines choses. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une espèce de complot politique venant du PPM. Ah non, le PPM a instruction de M. Serge Letchimy de faire une alliance avec tout le monde. Sauf avec vous. Ah oui, contre moi. Contre vous. C'est dans la ville de Caspilote. Oui. Et bon, mon concurrent, mon opposant principal s'appelle M. Karonik. Et M. Karonik maintenant, et M. Ziemé Jean-Pierre, qui est dit Pipi à Caspilote, qui est le représentant du PPM à Caspilote, sont alliés maintenant. Très bien, je suis content pour eux. Comme je dis toujours, c'est la population qui choisit son maire. Hein. Non, mais c'est pas le PPM. Hein. J'ai envie de vous entendre. Est-ce que ce qu'on vous a raconté, semble-t-il, parce que vous ne l'avez pas vécu je en vous direct. ai dit que c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, vous y apportez mais je le crois. crédit. Mais bien sûr. Vous pensez que c'est vrai? Attendez, vous oubliez que j'ai dit et j'ai répété que c'est moi qui ai créé une alliance pour que M. Letchimy soit sorti. On va y revenir. Oui, mais je l'ai dit, je l'ai répété. Vous oubliez qu'un jour, j'ai eu l'occasion de m'exprimer parce que M. Letchimy et M. Adjar avaient une attitude qui n'était pas correcte et que j'ai eu l'occasion de dire que quelqu'un de la famille de M. Letchimy avait dit quelque chose le concernant. Je ne vais pas le répéter par des sens. Oui, tout à fait. Ça a créé beaucoup d'émotions. Que je peux comprendre. Ouais. Mais donc, ça laisse des traces. En fait, vous vous êtes auto-désigné en tant que cible, finalement. Moi, je ne suis pas auto-désigné. On est venu me dire de l'intérieur du PPM. Attendez, je vous parle des gens à l'intérieur du PPM. Hein. Ah d'accord, c'est quelqu'un du PPM qui est venu vous dire mais ça. Mais ça, on comprend, Dibolon. Ah d'accord, non mais attendez, mais vous l'avez cher pas dit, monsieur ça n'a pas Barajo, été, c'était pas très clair. Mais c'est clair. J'ai l'impression que cette émission va faire beaucoup de buzz, monsieur. Ah, j'en sais rien, mais je vous dis ce qu'il y a. Bon, donc, c'est tout. Alors, donc cette affaire, revenons sur cette affaire qui pour vous est probablement, entre guillemets, une espèce de complot politique. J'ai pas dit un complot, parce que dans un complot, il y a deux. Lassopama n'est pas dans le complot. Donc, vous dites que Lassopama s'est fait mystifier. Mais à mon avis. D'accord. Donc, enfin, vous avez... Parce qu'il n'y a aucun problème. A priori, il n'y a aucun problème entre vous. Donc, cette affaire, pour rassurer la population, rassurer les restaurateurs et rassurer Lassopama, il y a quand même plusieurs parties. Bien sûr. Le maire s'occupe de faire en sorte que tout rentre dans les règles. Non seulement le maire s'en occupe, mais le maire va s'adresser à Lassopama pour voir avec elle les choses qui pourraient être nécessaires pour que ce soit dans les règles. La vice-présidente de Lassopama est une juriste. Oui. Donc on a beaucoup de chance. Elle va nous aider, nous donner des informations qui nous permettront de mettre les choses en règle. Moi, comme j'ai dit à Lassopama, je dis au président du Régis et à M. Tourbillon, j'ai dit, vous savez, il faut que nous arrivions à faire en sorte que nous montrer qu'en mai, et puis Lassopama peut travailler pour faire des bails positifs. D'accord. Donc ça, c'est l'image. Le dossier, on l'a compris, étant en cours de traitement. Absolument. Alors, il y a une deuxième affaire dont on ne parle pas trop, toujours à Caspilote, et que vous allez remettre probablement sur le tapis, c'est votre fameuse marina. Absolument. Alors, c'est reparti, semble-t-il. Mais j'ai ma petite idée, j'ai une idée de piste. Est-ce qu'on peut en parler? Mais il faut en parler. C'est secret? Parce qu'on arrive dans une période qui est un petit peu compliquée. Non, là, on peut en parler. C'est la période électorale. On est à moins d'un an de l'élection municipale. Et je vais vous répondre. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui vous embête? Ah non, du tout. Au contraire? Du tout. Non, parce que vous avez subi un camouflet. Non, je n'ai pas subi de camouflet. Non, mais attendez. Mais je ne dois pas connaître, moi, messieurs. Vous avez subi un échec. On va dire ça comme ça. Alors, expliquez-nous. Eh bien, comment on va connaître? Attendez. Pour ceux qui débarquent, hein. Oui. Vous savez, les gens zappent. Allez-y, cher M. Barajo. Vous aviez comme projet de mettre en place une marina sous-marine, en partie sous-marine, dans la ville de Caspilote. Vous avez organisé vous-même, à votre initiative, un référendum d'initiative populaire qui a eu comme résultat un refus majoritaire de la population. Et vous, semble-t-il, vous voulez remettre le projet sur la table, mais dans d'autres conditions. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je vous explique. Ce projet émane d'un appel à projet que le gouvernement avait lancé. Caspilote a été le seul
la seule ville outre-mer à être retenue. Alors, rappelons qu'à l'époque, l'appel à projet, c'était sous Nicolas Sarkozy. Absolument. Tout à fait. Ça remonte, hein? C'était, oui, Oui. c'était Nicolas Sarkozy. Donc on a été retenus. Tout à fait. Nous avons travaillé notre projet. Il se trouve que nous n'avons pas beaucoup d'espace C'est le moins que l'on puisse dire. nous étendre. Ouais. Donc, il fallait quelque chose, un projet innovant, et on a travaillé sur un projet dans la mer. Un concept purement français. Et on est allé très loin. On a fait toutes nos études techniques, financières et tout. Il se trouve que, et à ce moment-là, je commence à entendre des bruits, et notamment, j'explique aux gens qu'une marina amène de l'argent. Ok. Et Quand vous dites aux gens, c'est à la population. Oui, de enfin, Caspilote. à toute ma population, Ouais. qu'une marina, c'est des emplois de toutes sortes. Et dans mes explications, je dis, plus vous aurez une marina où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui viennent attacher leur bateau, Oui. plus ils ont de l'argent à dépenser. Vous avez des gens dans le sud de la France qui vont passer une matinée quelque part en Italie pour dépenser 8 000 euros. Je ne dis pas qu'on va dépenser 8 000 euros, mais Ouais. au moins, et c'est comme ça que je dis, ben, d'ailleurs, un gars qui vient avec un yacht et qui a besoin qu'on attache son bateau, un petit bonhomme qui est debout sur le bâchon, il envoie la corde, le type prend la corde, pour prendre la corde attachée, après l'autre peut lui donner un billet de 100 euros. Ouais. Un Donc, pourboire. de 100 euros. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Moi, gamin, on m'aurait donné 100 euros, après j'aurais pris mes 100 euros. Vous savez, en Belgique, le roi actuel, le père du roi actuel, qui a été roi, il n'était pas roi. C'était Monseigneur, le frère du roi. Je sais, par des gens qui me l'avaient raconté, quand il était du côté du casino à Clotte-le-Zout, je crois, quand il sortait, si le gars lui disait « Bonsoir, monsieur », il lui donnait à l'époque 100 francs belges. Le type lui disait « Monseigneur », il lui donnait 1000 francs belges. Vous voyez, vous comprenez que le gars avait intérêt à dire Monseigneur. Ça coûtait pas cher de dire Monseigneur, mais ça rapportait beaucoup. Donc ce que j'ai voulu dire, c'est que c'était intéressant. J'ai commencé à voir des gens qui ont dit « Ah, mon plaisir, il est venu, mais ben, l'argent, c'est ça, gros baguette. » Vous savez bien comment c'est. J'ai écouté, et j'ai vu que ça partait dans ce sens. J'ai un ami qui me raconte qu'il rencontre un candidat et qu'il me dit que ce candidat qui était contre moi, c'est difficile pour moi de le nommer, de ne pas le nommer, mais ce candidat... Alors, allons jusqu'au bout. Allons nommez-le. jusqu'au bout, je le nomme, mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire ça comme ça, mais il dit au gars, le gars lui dit, mais Guillaume, comment tu peux attaquer ce projet de marina comme ça? Tu vois pas que c'est un beau projet, c'est nécessaire? Et il répond, mon cher un tel, c'est un beau projet, je le sais, mais tu comprends, c'est la politique, il me faut bien quelque chose pour l'attaquer, il me faut trouver quelque chose. Donc vous êtes en train de nous refaire le coup du complot politique, c'est pareil. C'est pas le complot politique, c'est le combat politique. C'est la réalité. Et ça revient, quand ça m'est revenu. Alors attendez, petite parenthèse. Oui. L'individu en question, on connaît son prénom, mais on ne connaissait pas son nom. Oh, on va pas donner son nom, parce que ce serait... je vais pas vous dire son nom. Ok, d'accord, vous renoncez. Bon, on va dire c'est. Ouais, On sait que c'est un de vos opposants politiques. Guillaume, bon, tout à fait. si vous n'avez pas compris... Non, mais je pense aux téléspectateurs. On leur donnera le nom tout à l'heure. Ça, c'est vous. Bon. Maintenant, pour revenir à ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, Ralph, et vous avez mes petites affaires comme ça, je les passe tout seul dans ma tête. Je fais mes petits plans sans rien dire à personne. Je me suis dit, Ralph, tu vas te retrouver avec un truc qui va devenir le cheval de bataille de cette élection. De l'opposition. On ne peut pas te faire de reproches, tu as fait ton boulot, tu montres que tu as fait ton travail, a priori, tu devrais être à l'aise, mais si ça commence à venir sur ça, ce sera difficile. Donc il faut éliminer ça tout de suite. J'ai donc dit, je fais un référendum. On m'a dit, tu es fou. J'ai dit, non, je fais mon référendum. Donc, on a lancé le référendum. Mais je n'ai jamais été défendre le référendum. J'ai fait mon petit référendum sans faire de publicité, sans rien défendre. Vous êtes en train de nous dire que vous saviez que vous alliez à la défaite. Attends. Ouais. Donc, j'ai fait mon petit référendum. C'est un bon moyen de s'en sortir, quoi. Sans faire de bruit. Ouais. Le référendum se fait. Vous savez quoi? Il faut 50% des électeurs
qui soient venus voter. Oui. Ce jour-là, 35% sont venus voter. Donc le référendum était nul et non avenu. Il est nul. Ouais. Mais moi, je n'ai pas à dire ça à la population. Vous respectez le choix. Et qu'est-ce qui se passe? On compte, et sur les 35%, moitié-moitié. 7 voix de plus pour le non. Or, sur la place, j'ai tous les boucs qui sont là avec les camions, les haut-parleurs, et qui attendent le résultat pour pouvoir me rentrer dedans, parce qu'ils se disent, bon, je monte à l'invité, je dis, ben écoutez, il n'y aura pas de machin, le non a gagné, 7 voix de plus. Ah, ils étaient là comme ça, ils ne savaient pas quoi dire. Du coup... Eux étaient persuadés que vous iriez jusqu'à manipuler le résultat. Vous avez compris, je ne sais pas, mais ils ont compris qu'ils étaient là. Ouais. Ils avaient 7 voix de plus que moi. Ils ont gagné. Ils ont gagné avec 7 voix. Il y avait 35%. Le lendemain, vous savez ce qui se passe? Il y en a qui viennent me voir. Monsieur le maire, m'en votez contre, monsieur le maire. Mais vous comprenez, c'est vous là, expliquez-moi, la pêche, ça s'aggrave. Je dis, mais non, pas de problème. Mais, monsieur le maire, vous savez mon pour, mais m'en votez non pour ça. Je dis, mais vous votez non parce que vous senti non. Oui, monsieur le maire. Bon, d'autres qui arrivent. Ralph, nous ne comprenons pas. Je ne suis pas venu. Parce que c'était samedi, j'étais persuadé que ça allait passer, ce truc-là. Si j'étais venu, si j'avais su, j'aurais voté. Ça, c'est l'habitant du lotissement Caraïbe, ça. Je ne sais pas, mais c'est des gens de Casse-Pilote qui ont les moyens. Donc, j'aurais fait un peu de tambour. Peut-être que ça aurait été différent. Ils seraient descendus de leur monde pour voter. J'ai calmé le jeu, pas de référendum, on ne fait pas le port, et j'avais d'autres soucis à régler que le port. Donc, j'ai laissé ça s'est calmé. J'ai laissé dormir. Tout le monde a oublié ça et vous revenez à la charge. Je ne reviens pas à la charge, les Martiniquais reviennent à la charge. Alors, dites-nous, tous les gens. Nouveau projet. Eh ben, j'essaie de relancer mon projet. Surtout, on va rassurer les gens qui étaient un peu énervés à l'époque. Nouvel endroit. Oui, on s'est déplacé dans notre projet. On s'est déplacé, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il faut toujours écouter les sages et les gens d'expérience. Roger Lise, sénateur maire, n'avait pas cessé de me dire, petit bonhomme, pas fait là, mettez Grand Fourneau. Grand Fourneau. C'est un peu plus loin. Menez Grand Fourneau. La réalité, c'est que là, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il n'y en a même pratiquement pas. Vous connaissez bien votre territoire. Je connais et vous allez gêner personne. A priori, et on va pouvoir être tout près de la ville parce qu'on va longer la côte pour marcher. On a un beau projet. Et je vais vous dire quelque chose, les Martiniquais veulent de ce projet. Les Pilotins en veulent. Oui, mais à l'époque, le président de la République, c'était un pote à vous. Il n'est plus là. Mais le nouveau président de la République, c'est aussi un pote à vous. Vous êtes un gars dangereux, vous. Est-ce que c'est lié? C'est parce que vous avez un président de la République qui peut vous soutenir? Parce que ça coûte ce n'est pas lié. Ça coûte une fortune. Mais c'est pour ça qu'il faut que je trouve... Oui. Alors, qui va vous financer? Ah, ben écoutez, j'ai une idée. Vous savez, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui ne parle pas du tout. Oui, et là, vous ne voulez pas parler. Ah, quand j'ai ma petite idée, je vais demander. Mais non, je fais mon petit machin, ok, si ça marche, ça marche. En résumé, vous annoncez aux Pilotins ce soir... Que je n'ai pas lâché le port. Et aux Martiniquais que vous n'avez pas lâché le port. Jamais. Et que vous avez toujours ce projet de marina. Toujours. Parce qu'il est nécessaire pour la Martinique et pour le nord de la Caraïbe. Restons à Casse-Pilote. Changeons de thématique. Vous avez explosé le projet Nemo. J'ai bien résumé? Alors, j'explique pour ceux qui débarquent. Pas loin de chez vous, il y avait un projet d'énergie thermique de la mer. En clair, on fabriquait de l'électricité en utilisant le différentiel de température entre l'eau du fond, qui est froide, et l'eau de la surface, qui est chaude. En utilisant un produit que vous jugez calamiteux, qui est l'ammoniac. Ce projet avait été soutenu par l'ancienne région, donc par Serge Letchimy, entre autres, mais pas aussi par l'État, par un certain nombre d'investisseurs, etc. Et ce projet avait même migré de la Réunion, où il était embourbé, on va dire ça comme ça, sans jeu de mots, à la Martinique. Et vous, au début, vous dites, pourquoi pas, ça a l'air sympa, et puis un beau jour, boum, vous tuez le projet et c'est fini. Je vais vous répondre. D'abord, je veux que vous sachiez une chose. Ce n'est pas parce que c'est un projet de l'ancienne collectivité, de l'ancienne région, de Serge Letchimy,
Il n'y a pas Parce que j'ai beaucoup une tentation j'ai beaucoup de respect pour Serge Letchimy. Il va être content de l'apprendre parce qu'au début de l'émission, vous l'avez... Non, mais j'ai du respect pour lui. Oui. Hein. J'ai du respect pour Serge Letchimy. Et vous pensez que l'inverse n'est pas vrai? Ah, j'ai pas dit ça. Je pense qu'il me respecte aussi. D'accord. J'ai beaucoup de respect pour Serge Letchimy. Chaque fois que Serge Letchimy a eu l'occasion de s'exprimer et de dire des choses qui me paraissaient positives, je l'ai dit. Les autres fois, soit je me suis tu, soit j'ai dit que j'étais pas d'accord. J'ai eu l'occasion de m'exprimer avant les élections de la CTM sur la future Martinique telle qu'elle avait été imaginée. Là, vous l'avez pas mâché. Mais j'ai dit ce que je pensais avec respect, mais je l'ai dit. Mais ce qui concerne les projets... Bah, attendez. Alors parlons de ce projet Nemo. Donc je vais venir au Nemo, mais je veux que vous sachiez que par exemple la loi de Serge Letchimy sur le logement en mauvais état, la loi de Serge Letchimy sur comment ça s'appelle quand on est plusieurs propriétaires. Tout ce qui touche à sur les héritages. Oui, mon Dieu. Bon, enfin, on va revenir le moment. Ouais. Donc, Nemo, qu'est-ce qui se passe? On me parle de Nemo. Moi, je savais qu'il y avait eu quelque chose de ce genre qui avait été programmé à la Réunion et que ça n'avait pas été fait. Tout à fait. Je me laisse dire que ça n'a pas été fait parce que les Réunionnais ont dit qu'ils n'en voulaient pas, que ça allait coûter cher, que le projet était dangereux. Je me renseigne et j'essaie de comprendre. Et je découvre qu'on va utiliser de l'ammoniac. Moi, je vois qu'on ne m'a rien dit et qu'on me demande, je demande qu'on présente le projet. Il faut quand même rappeler, sans vous interrompre, que le projet n'est pas dans les eaux territoriales de Casse-Pilote, mais il est plutôt dans les eaux territoriales de Bellefontaine. On est bien d'accord? Vous allez me laisser arriver à ça, hein, parce que ça, je vais vous répondre. Là, vous êtes en train de me piquer, mais je vais vous répondre. Alors, on fait une petite parenthèse pour que les gens qui nous suivaient puissent comprendre. Oui. La fameuse loi de Letchimy dont vous parliez concerne l'indivision. Voilà, l'indivis. L'indivis, excusez-moi, parce que je cherchais le terme. Refermons la parenthèse. Fermons la parenthèse, mais c'est pour dire que c'est une loi dont nous avons besoin et nous sommes heureux. Et là, vous le félicitez. Ah, ben non, mais quand les choses sont bien, il faut savoir le reconnaître. Alors, revenons à l'ammoniac. À l'ammoniac, qu'est-ce qui se passe? Je demande à ce qu'on vienne nous présenter le projet en mairie, ce qui est fait, j'invite la population, nous nous retrouvons une dizaine ou une douzaine, et le monsieur nous explique plusieurs choses, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il nous explique qu'il n'y a aucun danger. Quand je lui dis, mais s'il y a un raz-de-marée, il me dit qu'il y a beaucoup d'encre. Je lui dis, s'il y a un tsunami, il me dit que rien va arriver. Je lui dis, mais si ça pète le gaz qui monte, il me dit que le vent souffle vers la mer. Enfin, il me sort, je ne vais pas entrer dans le détail du projet, mais il me sort toute une argumentation qui ne tient pas la route. Et moi, ce que je sais, c'est que l'ammoniac, c'est très dangereux. Alors, l'ammoniac au contact de l'eau de mer, ça fait boum. Ben, c'est-à-dire que c'est pas ça, ça fait pas boum. L'ammoniac liquide au contact de l'eau de mer, avec la température changeant, il devient gazeux. Oui. Or, c'est justement ce passage du gaz au liquide qui fait qu'il y a de l'expansion qui permet de faire fonctionner le système. Je ne vais pas vous décrire le détail. Si l'ammoniac sort du système... Du système, avec l'eau, il va se réchauffer, et plus se réchauffe et il monte, plus il devient du gaz. Donc il va sortir de l'eau. Et quand il va sortir de l'eau, on va avoir du gaz qui monte. Or, quand on aura le gaz qui va monter, où est-ce qu'il va aller? Le monsieur m'a dit que ça va aller vers le large parce que le vent souffle vers le large. Je lui ai dit que c'est comme ça qu'à Tchernobyl, la France avait été entourée d'une paroi transparente et que tous les nuages de gaz s'étaient frappés dessus, n'étaient pas entrés. J'ai dit, monsieur, vous n'habitez pas chez nous. Quand le vent souffle de la mer, ce qui nous arrive assez souvent, moi je le sais parce que j'entends les cloches de l'église chez moi. Donc moi je peux vous dire que le vent souffle aussi dans l'autre sens. Et si par hasard ce truc-là se passe à ce moment-là, c'est un des exemples que j'ai donné, mais il y en a plusieurs. Mais dites-nous ce qui allait se passer. Imaginons que ça se passe. C'est quoi les conséquences? Ben vous de l'ammoniac, allez acheter une bouteille au super machin, puis mettez votre nez devant, vous allez voir ce que c'est. Donc on est mort. Ah mais vous êtes complètement, vous pouvez perdre la vue, hein. Vous pouvez devenir aveugle. Vous êtes, c'est très dangereux. Vous savez que pour manipuler ça, les gens, les pompiers d'ici n'étaient pas capables, en cas d'incendie d'ammoniac, dans un accident d'ammoniac, ils n'étaient pas formés
pour gérer la situation. Vous savez que pour aller bouger l'ammoniac en réserve sur leur plateforme, il fallait des tenues spéciales de cosmonautes. Alors, si vous êtes obligé d'être en cosmonaute pour bouger ça, ensuite, vous n'avez pas le droit de passer dans un rayon. Le tour des Yoles serait passé mais très loin. À 5 km. Ah oui, donc c'était pas possible. Donc vous avez... Alors là, à ce moment-là, je suis monté au créneau. Oui. Mais depuis le début, j'avais dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et j'ai l'impression qu'en face de vous, il n'y avait pas grand monde pour protéger le projet. Alors... J'ai l'impression que vous êtes pour le protéger comme dans du beurre, à vous tout seul, maire d'une petite commune, vous avez explosé un projet de plusieurs dizaines de millions d'euros. Parce qu'ils étaient, tous ceux qui étaient favorables à ce projet, savaient que ce que je disais était vrai. Donc vous les avez retournés. Mais je leur ai fait voir que c'était un mensonge. Et à ce moment-là, quand j'ai organisé une réunion, la Sopamar est venue. Malsa a envoyé sa fille. Enfin, la population s'est réveillée. Parce que vous savez, souvent, les choses se passent et vous ne le savez pas. Et puis un jour, vous vous trouvez avec quelque chose devant vous et quand vous réagissez, c'est trop tard. Trop tard. Et là, on a réagi avant. Ouais. Mais je vais vous dire quelque chose. La société AQO, qui avait ce projet, qui était à l'initiative du projet, est dans d'autres secteurs. Oui, on sait que c'est une filiale. Bon, mais ils font autre chose. Oui. Vous avez un projet qu'ils ont sur le barrage de la Manzo pour une ferme solaire flottante. Je les ai défendus. Ils m'ont écrit pour me remercier. Au même moment, ils avaient des projets de serre photovoltaïque du côté de Rivière-Salée. J'ai défendu ça aussi, parce que dans le cadre de mes fonctions même... Donc ce ne sont pas vos ennemis. Je ne suis pas l'ennemi de personne, moi. Par contre, que si le truc est dangereux, je vous le dis. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître... Mais attendez, s'ils se sont arrêtés, c'est parce qu'ils ont reconnu que c'était un danger. Hein. Ouais. Ils savaient que c'était un danger. Ils en étaient conscients. Ils en étaient conscients. Et ça veut dire que les hommes politiques martiniquais qui étaient autour de vous étaient aveugles? Ah, mon cher, je ne suis pas à la place des autres. Qu'est-ce qui vous a dessillé les yeux? Ben, notamment parce que quand j'ai lu, j'ai vu par exemple que c'était ce qu'on appelle un Seveso du plus haut degré. Risque Seveso. Le plus haut. Ouais. Il n'y a nulle part sur cette planète un Seveso de ce type sur la mer. Nous étions les premiers au monde à avoir un Seveso de ce type devant nous autres. Et quand vous me dites que c'est pas devant 15 pilotes, je vais vous dire, le rayon intégré 15 pilotes. Intégré devant 15 pilotes. Ouais. Alors, on va changer de sujet, mais on reste toujours à 15 pilotes. Bien sûr. Alors, j'ai été voir un petit peu la littérature de l'opposition, puisqu'on va parler des municipales, ça va faire la transition. Et un certain nombre de vos adversaires politiques disent « Oui, mais monsieur Monplaisir est à lui tout seul un conflit d'intérêts ambulant. » Vous avez entendu parler de ça? Ils disent « Monsieur Monplaisir est actionnaire d'un certain nombre d'entreprises qui... pour certaines d'entre elles, ont obtenu des marchés avec la ville de Casse-Pilote. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est formidable, hein, si vous m'apprenez ça. Moi, Alors, l'une des entreprises qu'ils citent dans leur littérature, c'est Caraïbes Moteur. Formidable. Bon, Caraïbes Moteur est une entreprise, pour ceux qui débarquent, qui met sur les routes du revêtement routier. Absolument. Donc, qui fait des routes. Et cette entreprise a eu à travailler à Casse-Pilote. Alors, quand ils disent que vous êtes partie prenante, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que quand Caraïbes Moteur a été créé, c'est à mon initiative. C'est moi qui suis allé chercher l'entreprise Jean Lefebvre en France. Jean Lefebvre. C'est moi qui ai convaincu un associé de mettre son argent à nos côtés avec Jean Lefebvre pour créer d'abord Caraïbes, qui est devenu après Caraïbes Moteur. Bon. J'étais co-gérant de cette société. D'accord. Je n'étais pas maire de la commune. D'accord. Je deviens maire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai abandonné ma co-gérance. D'accord. Je suis sorti du conseil d'administration. D'accord. Mais est-ce que vous détenez encore des parts de manière directe ou indirecte? Je continue. Oui. Il y a eu des appels d'offres où il y a eu Caraïbes Moteur a répondu. Oui. Ils étaient mieux-disants. Ils ont eu le marché. Le concurrent n'a pas fait de recours justifiant quelque chose. C'était transparent. Mais depuis ça, en plus,
ni mes frères, ni moi, nous n'avons plus d'action dans Caraïbes Motel. Vous avez vendu vos actions. Mais bien sûr. D'accord. Donc, ces gens-là qui vous disent ça de moi... Enfin, ils en parlent, hein, ils en parlent c'est publiquement. bien. Ouais. Ça veut dire que je suis quelqu'un de puissant, c'est formidable. Merci, je les remercie. Mais bon, au moins, vous n'avez pas la langue de bois et vous acceptez d'en parler. Mais ça va revenir, forcément. Mais ils peuvent le dire s'ils veulent. L'élection. Alors, passons aux élections municipales. Oui. Bon, avant d'attaquer les autres composantes de votre vie publique très intense. Monsieur le maire, vous allez vous représenter ou pas aux élections? Je suis candidat. Vous êtes candidat, d'ores et déjà? Je suis candidat parce que je vais finir ce que j'ai commencé. Oui. Et il me reste 7 ans pour le finir. Une année à la mairie actuelle. Et si je gagne, Oui. 6 ans. Mais ça, c'est la population qui va décider. C'est pas moi. Et vous pensez quoi de vos chances de gagner? Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais vous avez l'air serein. Non. Je suis serein de savoir que je fais mon travail. Mais vous savez, c'est l'électeur qui choisit son maire. Alors, comment vous faites pour concilier, dans cette commune qui est un peu bizarre quand même sur un plan sociologique, 50% de la population est probablement l'une des populations les plus riches de Martinique, parce que vous êtes la 3e ou 4e ville de Martinique pour la production de l'impôt, et en même temps, l'autre moitié de la population est une population plutôt en difficulté sociale. En tout cas, une grande partie de cette population. Comment vous faites pour concilier des riches et des pauvres dans une ville comme celle-là? Alors, si on doit concilier des riches et des pauvres, on commence par regarder la ville quand je suis arrivé. Tout le monde disait c'est une ville dortoir. Et quand vous dites des riches, les riches en question, ce sont des gens qui, comme tout le monde, paient leurs impôts, qui habitent Casse-Pilote. Oui. Et moi, je suis très content pour eux de voir qu'ils habitent la commune. Et je suis là pour défendre les intérêts de ces gens-là comme les intérêts des pauvres. Alors, on va dire, vous parlez de pauvres. Alors, moi, on va je veux dire vous dire des gens qui sont moins favorisés par la vie. Tout à fait. Bon. Alors, mais bon, c'est une réalité économique. Hein. Mais alors, il ne s'agit pas de jugement de valeur. Mais non, nous ne sommes pas sur des jugements de valeur. Mais justement... Mais vous, non, moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous faites au quotidien pour satisfaire les desiderata des gens dont les revenus culminent au sommet et sont parmi les plus élevés de Martinique, et puis des gens qui sont tout au fond du classement en termes de ressources je vais essayer de vous dire, par exemple, un front de mer arrangé, un dada qui existe, les gens qui ont les moyens ont un endroit où aller manger, au lieu d'aller dans les communes voisines, ils peuvent venir manger là, dans un endroit propre, agréable, et les gens qui ont des situations un peu plus difficiles peuvent trouver du travail là. Donc je pense que c'est ça qui est la conciliation. Parce que le problème, et c'est là que j'allais revenir, de Casse-Pilote, c'est qu'il fallait donner du travail. Il faut du travail. Et ça fait, depuis que je suis arrivé, je n'ai que ça en tête, donner du travail. Et vous avez réussi à... Eh bien, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai pu sur le front de mer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après 10 ans, j'ai pu récupérer un foncier sur lequel vont s'installer les pompiers qui vont construire, un centre commercial, une pharmacienne de Casse-Pilote que je vais nommer, Madame Calmo, qui est en train de faire un centre médical où il y aura des médecins, des kinés, une pharmacie, une activité, un centre vétérinaire, il y aura pour ne pas le nommer, il y a Weldom, M. Roseau et Isla Verde. De l'autre côté, il y a l'opération des propriétaires de la Galeria. Mais tout ça, c'est du travail. J'ai mis 10 ans pour récupérer le terrain. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, dans l'opposition, disent Casse-Pilote est en train de s'embourgeoiser et la remontée sur la côte Caraïbe des gens qui ont de l'argent passe par Casse-Pilote? Je leur réponds que Casse-Pilote a une âme, je me bats pour qu'elle garde cette âme. Casse-Pilote a une âme rurale. Oui. Et j'y tiens. J'y tiens, c'est pour ça que je défends... Tout ce que vous venez de nous citer là n'a rien de rural, hein, on est bien d'accord. J'y tiens, c'est pour ça que je défends tout ce qui se trouve dans le centre-bourg. Le centre-bourg, c'est le poumon de vie au niveau social, relations sociales. Bon, mais moi, je vous parle d'activités
économiques qui sont nécessaires pour la commune, qui se situent au-dessus sur un plateau, et l'un n'empêche pas l'autre. Alors, Casse-Pilote a une tradition agricole, très lointaine d'ailleurs, Absolument. avec des habitations, avec de la culture de canne à sucre, avec de la production de rhum. C'est fini tout ça. Ah ben, je vous réponds que quand je suis arrivé avec mes collègues, nous avons reconstruit le marché. Nous avons mis le marché en route. Au début, il y avait 2 personnes qui venaient vendre. Nous n'avons pas fait payer les utilisateurs du marché. Allez le vendredi soir maintenant au marché. Vous verrez comment ce marché fonctionne. Il fonctionne grâce à qui? Grâce aux agriculteurs, notamment de Casse-Pilote, qui viennent vendre leurs produits. Et maintenant, le samedi matin, ça démarre. Donc, vous savez, ce qu'il fallait, c'était remettre les choses en route. Les infrastructures, les terres sont là. Est-ce que les terres produisent à Casse-Pilote? Les terres de Casse-Pilote sont des terres qui sont riches. Nous avons des problèmes, des fois, d'eau, mais ce sont des problèmes qui ont été réglés, pas par moi. Ça a été réglé avant moi, par mon prédécesseur ou mes prédécesseurs, qui ont amené l'eau des rivières pour les agriculteurs. Et je dois vous dire que la population de Casse-Pilote peut dire merci à ces maires qui m'ont précédé et qui ont fait en sorte qu'il y ait l'eau pour eux. En tout cas, on a compris, vous n'êtes pas prêt de renoncer à la mairie et vous avez encore beaucoup de projets. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, quand vous réfléchissez, je suis arrivé, j'ai construit un marché, j'ai reconstruit un marché. Mais si j'ai pu reconstruire un marché qui fonctionne, c'est parce que mes prédécesseurs avaient mis l'eau qui permet aux agriculteurs de cultiver. Et quand on est maire d'une commune, on est là pour une période, on fait quelque chose, et puis le suivant arrive, il trouve quelque chose qui est fait, et si on a fait du boulot positif, eh ben lui peut continuer à progresser. Voilà. On sent que vous avez les éléments de langage qui vous permettent d'être très gentil avec vos prédécesseurs et puis être un peu plus dur avec ceux qui sont face à vous. Parce que j'ai l'impression que vous ne mâchez pas vos mots pendant les campagnes électorales. Hein. Ah, vous savez, c'est pas moi qui mâche pas mes mots, c'est la population, parce que quand j'étais candidat la dernière fois, c'est pas moi qui chantais « Petit cheval nouant, petit cheval blantard, il a fait un seul rond de manège ». Et j'ai fait un seul rond de manège. Donc je dis merci à la population. Hein. Est-ce que la donne raciale est importante en politique? Votre frère nous a dit une fois, il a eu toute la transparence possible sur sa couleur de peau en nous disant il y a des chances que je ne sois jamais élu dans le Nord-Atlantique parce que les gens n'aiment pas les Blancs et moi, ils me considèrent comme un Allemand. Est-ce que vous seriez capable de nous dire la même chose? Parce que c'est des sujets tabous, personne ne les aborde. Non, c'est pas un sujet tabou, j'en ai parlé l'autre jour. Alors? C'est un sujet qui est transparent pour moi. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens sont restés sur des idées, il est blanc, il est noir, il est... Bon. Et mon frère comme moi-même, nous sommes ce qu'on appelle des mulâtres et des métis. Nous sommes tous les deux issus de gens mélangés. Je l'ai dit l'autre jour, et je le redis. Nous avons du côté de notre mère, notre arrière-grand-mère était la fille d'un monsieur qui s'appelle Cléris, qui était lui-même le fils d'une esclave. Il était de père blanc inconnu, et sa mère était une femme de couleur, issue de blanc et noir. Bon. Donc le noir était là. Nous avons des cousins et des cousines de couleur, puisque nous sommes des gens mélangés. Oui. Mais on ne choisit pas la couleur avec laquelle on arrive. Oui. Et on peut arriver de cette couleur ou d'une autre couleur. J'ai eu l'occasion de dire, devant un juge du tribunal administratif à Bordeaux, mon avocat qui était un métro s'enfonçait parce qu'il se demandait où est-ce que j'allais. Ma fille qui était avocat, qui était à côté de moi, qui me connaît, ne disait rien. Et
Après, les deux m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu le tribunal administratif avec des juges qui souriaient, parce que d'habitude, c'est des gens qui sourient pas, ces juges-là. Pourquoi je leur ai Vous dit... avez la capacité de mettre tout le monde Mais non, mais au bord de la crise de rire, hein, de temps en temps. Mais je sais pas, mais j'ai dit une chose qui est simple. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, vous savez, moi, je suis issu d'une famille mélangée, monsieur. J'ai dit, chez nous, il y a des juifs, il y a du blanc, il y a de l'africain. Et vous savez ce qui se passe? Dans nos familles, les enfants, ça naît comme les petits cochons de toutes les couleurs. Et nous nous entendons tous très bien entre nous. Et ils étaient pliés. Eh bien, ils étaient pliés, parce que Mais c'est répondez vrai. à ma question, Ralph, Oui. mon plaisir. Alors, savoir si cette Dans couleur, la ça n'aide politique, pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas, très Non, je vais honnêtement. vous dire pourquoi ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que c'est utilisé par ceux qui veulent vous empêcher d'arriver. Donc en clair, pour faire de la politique, on va résumer, c'est un peu caricatural, mais ça correspond peut-être à la réalité. Si on veut faire du business, il vaut mieux être blanc, et si on veut faire de la politique, il vaut mieux être noir, c'est ça? C'est ça que les gens vous disent? Peut-être que c'est un peu ça, mais bon, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'ai été candidat, il y a des gens qui m'ont dit, tu n'y arriveras jamais, tu ne seras jamais élu, parce que tu es trop blanc, tu es blanc. Est-ce que votre frère faisait partie de ces gens-là? Non. Lui, il vous a poussé? On parlait pas. Non, on parlait pas. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je n'étais pas inquiet pour savoir si j'allais avoir des gens qui me soutenaient, parce que, vous savez, l'âme n'a pas de couleur. Et c'est votre âme... Ni l'âme, ni l'argent. Hein. Je vous répète, l'âme n'a pas Ouais. de couleur. J'ai jamais eu d'argent pour aller en politique, personne ne m'a jamais... C'est important. Je n'ai jamais eu d'argent pour aller en politique, je me suis débrouillé tout seul. J'ai été aidé, j'ai des gens qui sont venus me chercher, mais je vous répète, c'est l'âme qu'on regarde. Bon, en tout cas, vous avez réussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Allons creuser un petit peu ce sujet, et je vois que vous êtes à l'aise. On est quand même dans une société où il y a une hiérarchie sociale qui correspond souvent à une espèce de hiérarchie raciale. Tout en haut, c'est plutôt clair, et tout en bas, c'est plutôt noir. On est bien d'accord? Absolument. Et quand est-ce que ça va changer, ça, selon vous? Ça change. Vous pensez que ça va Ah changer? oui, ça change, ça évolue. Je le vois parce que je vois la jeunesse autour de mes enfants et je vois les amis qu'ils ont par rapport à ma génération. Ouais. Et ils ont des amis dans presque tous les milieux. Et là, c'est ça la force qui fait que ça va changer. Vous avez aujourd'hui... Et pour vous, c'est plutôt une bonne chose? Ah, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que nous sommes sur un tout petit morceau de terre ensemble. La ségrégation, la discrimination, pour vous, ça n'a pas d'avenir? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Très bien. Alors, on continue la politique. Je suis avec vous. Il paraît que vous êtes un macroniste pur et dur. Oui. Et je veux vous dire, j'ai pas voté Macron. Ouais. Je l'ai dit. Attendez, au deuxième tour ou bien avant? J'ai dit à Macron, j'ai dit aux gens d'En Marche, c'est la vérité, ma femme a voté au deuxième tour Macron, moi j'ai voté aucun tour Macron. D'accord. Donc ça veut dire qu'au deuxième tour, vous vous êtes abstenu. Rassurez-nous, vous n'avez pas voté pour Le Pen. Alors là, vous pouvez être tranquille. D'accord. Ok. Jamais. Bon, ok. Bon, Donc, j'ai pas voté pour qui que ce soit, j'ai mis un bulletin blanc. vous êtes allé à la pêche ce jour-là. Non, ok. non, j'étais maire, j'ai voté bulletin blanc. Bon, mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce Vous qui avez s'est passé... subi un lavage de cerveau, vous êtes Non. devenu macroniste pur et dur. Quand j'ai vu Emmanuel Macron candidat, Oui. quand je l'ai vu arriver, je me suis souvenu que, étant jeune, j'étais sur la vedette qui allait quitter Fort-de-France pour aller aux Trois-Îlets, quand on a annoncé que Pompidou était mort. Et j'étais dans cette vedette, j'ai dit, ah, voilà, Giscard d'Estaing, c'est notre président. Et j'étais giscardien, j'ai soutenu Giscard et tout. Giscard a été élu. 15 jours après, j'ai dit à ma femme, mon Dieu, pourquoi j'ai fait cette bêtise? Quelle catastrophe. Elle me dit comment? J'ai dit, attends, un bonhomme qui remonte les Champs-Élysées à pied, qui ne met plus de redingote, qui fait changer ce qui est... C'est pas bon, parce que c'est le symbole de la fonction, pas de la personne, la fonction. Et une fonction, ça se respecte. C'est ça qui fait que... Il faut rentrer dans les habits du président. Mais bien sûr, et vous vous faites respecter parce que vous... Alors, quand vous allez dans les prisons... Mais en quoi ça remet en cause, par exemple, les idées qu'il défendait et les opinions, à la recherche, et les opinions que vous partagiez? Il était... Non. J'ai dit, ce type est à la recherche d'une entrée dans l'histoire
par des choses incroyables. On change la Marseillaise, tout ça. Pour moi, c'était pas bon. Donc ça m'a choqué. Mais il a été président de la République. Il a entre autres changé l'argent de la Martinique. Vous vous rappelez de ça? Je m'en souviens. Ouais. Bon. Enfin, nous voilà, mais ça, c'était pas forcément mauvais. Ouais. Il a fait de bonnes... Je n'ai pas dit que le président Giscard d'Estaing a fait des bêtises ou quoi, ou que des bêtises. Mais il vous a déçu. Ça m'a déçu. Et là, bis repetita. Et là, je me dis, voilà un jeune qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai voté blanc. Puis, j'ai vu cet homme avancer. Je me suis dit, cet homme est courageux. Mais c'est le courage et la folie de la jeunesse. J'ai dit, il est en train... 39 ans. Eh oui, mais il est en train de vouloir faire ce que j'entends depuis 25 ou 30 ans, répété par tout le monde, et dès qu'il y en a un qui bouge... Et qui ne se fait pas. Parce que dès qu'il essaie de faire, les gens descendent dans la rue et il fait marche arrière. Or, ce garçon, cet homme, continuait. Donc j'ai regardé, j'ai vu ce qu'il disait, j'ai vu que la majorité de ce qu'il dit était pour moi logique. Quand il a touché aux retraites, ma femme m'a dit il n'aurait pas dû avoir touché aux retraites. J'ai dit, oh chérie, tu sais, les personnes âgées ne vont pas descendre dans la rue. Mais c'est vrai que... Elle m'a dit, ah non, c'est pas bon, ça, il n'aurait jamais dû avoir fait ça. C'est la CSG sur les revenus des retraités. Eh bien, aujourd'hui, il se rend compte qu'il avait fait une bêtise. Ah, il a fait machine arrière. Il fait marcher derrière. Il n'est jamais trop tard pour bien faire dans la vie et remettre de l'ordre. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais aller soutenir ce gouvernement. Ouais. Et j'ai demandé à En Marche, j'ai été à Paris et pour voir si je pouvais entrer En Marche. On m'a dit oui, si vous voulez, vous faites comme ça. Donc après, je suis entré En Marche. Donc vous avez votre carte. Ah oui, et je suis s'il y a un bureau politique, j'en suis membre. Bon, alors, il y a quelque chose que tous nos téléspectateurs veulent savoir, c'est qu'est-ce qui se passe à En Marche Martinique? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils peuvent se réunir dans une cabine téléphonique, qu'ils sont suffisamment nombreux, et il n'y a plus personne. Ah, mais vous savez, il n'y a plus personne. C'est parce que vous le dites, mais en ce moment... Et vous? Non, moi je vous dis, il y a du monde. Oui. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on est en train d'avoir... il y a une procédure pour trouver un nouveau représentant. Ouais. Et pourquoi ce ne serait pas vous? Parce qu'il y a des gens autres qui peuvent le faire. Il y a eu M. Le Courtillier qui avait lancé le projet, qui est quelqu'un d'habilité. Il n'y a pas que moi. Nous sommes 2 maires à inscrire En Marche. Justin Parfil peut très bien aussi le faire. Il n'y a pas de raison. Mais... Parce qu'on a l'impression, une impression un peu gênante, d'avoir un gouvernement qui gouverne, une puissance étatique énorme, une puissance politique énorme, puisque ce gouvernement a le soutien d'une très large majorité de l'Assemblée, et une espèce de tout petit groupuscule, j'allais dire, c'est un pléonasme, en Martinique, qui représente le président de la République. Ça fait pas un peu tâche? Je vais vous dire, il y a beaucoup de maires, je connais beaucoup de maires, qui soutiennent ce gouvernement. Sous la table? Attendez. Qui soutiennent ce gouvernement. Vous parlez des maires martiniquais? Des maires martiniquais qui ne sont pas forcément inscrits En Marche. Ils ne m'ont pas donné pour mission de les nommer. Bon. Je ne me permettrai pas de le faire. Ouais. Mais je peux vous dire qu'il y en a. Ouais. Bon. Et j'en connais qui ont voté pour lui. Oui, mais on a vu des maires faire partie du comité de soutien de Macron. Donc on peut les nommer. C'est pas un mystère. Mais moi, je vous parle du parti politique. Mais le parti politique, à mon avis... il y a eu une mauvaise mise en scène, une mauvaise mise en route. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une absence de valeur partagée par la population? Parce que quand vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe, à mon avis, c'est que le parti lui-même... déjà, au niveau national, c'est pas suffisamment exprimé. C'est pas brillant au niveau national. Le fonctionnement du parti... Et vous savez, c'est un jeune parti, il se cherche et tout. Et il va se mettre en route, je l'espère. Vous leur donnez des conseils? Mais moi, vous savez, je respecte chacun dans son coin. Si on me pose une question, je réponds. Vous devez sourire de temps en temps. Oui. Comment vous avez vécu les départs, l'exclusion, entre guillemets, de M. Le Courtillier, puis
le départ de la représentante officielle, Madame Gossier. Alors, vous savez, cette dame a donné sa démission. Oui. C'était son droit. Monsieur Le Courtillier avait été Écarté par la dame. par la dame. Donc la dame étant partie, Monsieur Courtillier est revenu. Mais Paris n'a pas écarté M. Le Courtillier, la dame a écarté M. Le Courtillier. D'accord. Mais M. Le Courtillier était toujours là, Ouais. donc il n'a jamais cessé d'être là. Et la dame a avancé. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, que j'apprécie, mais je pense qu'elle a fait des erreurs, elle a commis des erreurs de jeunesse. Et vous savez, ça ne pardonne pas. Quand on veut aller trop vite, Ouais. on peut se prendre les pieds dans le tapis. Alors, qu'est-ce qui nous prépare, là, ces gens de La République En Marche en Martinique? Eh bien, vous avez deux petits Oui, scoops nous pour avons. Les scoops, c'est que nous sommes sur le point. D'ici quelques semaines, nous aurons quelqu'un de nommé, Oui. Monsieur Le Courtillier ou un autre, ou une autre. Et puis, une fois que c'est fait, nous allons avoir les bureaux politiques qui vont se réunir. Bon, même si on n'est pas nombreux au départ dans le bureau politique, mais ce sera à nous d'aller vendre le parti, enfin que je vais le vendre, amener du monde. Oui. Mais On a bien conscience que ça ne va pas être une partie de plaisir, à la fois parce que le paysage politique martiniquais est plutôt bien rempli, on va dire ça comme ça, et même victime de sissiparité, pour reprendre le terme à la mode. Ça veut dire que on va de séparation en nouvelle création, il y a des nouveaux partis tous les jours. Ça va être difficile. En plus, on ne peut pas dire que vous partagez toutes les valeurs de quelqu'un comme le maire du Lorrain, qui est plutôt un homme de gauche. Vous êtes plutôt un homme de droite. Ben justement, c'est bien. Et vous allez pouvoir vous entendre. Mais attendez, s'il est plutôt à gauche et moi plutôt à droite, on va au moins pouvoir partager des choses en commun à un moment donné. C'est vrai que vous êtes à l'initiative déjà du rassemblement qui dirige la 7e, et ça me permet de faire la transition. Alors, bilan dressé par vous de l'action de ce que vous avez créé, parce que vous êtes le papa. Vous êtes le papa de Bas Pays en Chance plus Grand Semblé. C'est bien ça. Il y a des gens ici qui en doutent. On ne va pas refaire l'histoire, mais grosso modo, vous êtes le papa. Alors, qu'est-ce que celui qui est l'initiateur de l'Alliance pense de la façon dont ça a été géré? Oh, vous savez, moi, je pense qu'ils ont fini par prendre leur marque. C'était pas évident dès le départ, mais chacun a son caractère et fonctionne avec son caractère et ses idées. Moi, je pense que dans l'ensemble, les choses ne sont pas si mauvaises que ça. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste, quand même. C'est pas une question de ne pas être enthousiaste. Vous êtes plutôt mort de rire, quand même, de temps en temps. Non, je pense que les choses, vous savez, les choses vont se voir là dans les mois qui viennent. Vous allez voir des choses dans les mois qui viennent. Ils travaillent énormément. Vous savez, hier, je sais que le conseil exécutif a eu plus de 200 dossiers qui ont été présentés par les différents représentants du conseil exécutif au conseil. Ouais. Plus de 200 dossiers. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer par hasard Miguel Laventure. Lui, il en a présenté 20 à lui tout seul. Donc vous savez, il y a des dossiers qui sont présentés, il y a un travail qui a été fait depuis des mois. Mais pourquoi vous souriez quand je vous pose cette question-là? Parce que tout le monde a l'air de penser que ça va pas du tout. D'où ça vient cette opinion qui semble, dans votre bouche en tout cas, partagée par quand même pas mal de gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de communication? Je pense qu'il y a eu un grand problème de communication, à mon avis. Parce que c'est peut-être ça qui fait que les choses... Et puis, je vais vous dire une chose. C'était pas évident de démarrer ce truc-là. Je me souviens de... Là, vous parlez indépendamment de l'alliance politique, vous parlez de la structure, de la fusion. Oui, parce que je me souviens, 2 ans avant l'élection, un ami à moi, que je vais nommer, c'est un ami, c'est un frère, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire,
Et son épouse, c'est une amie, monsieur et madame de Grand-Maison, Renaud et Madeleine. Ouais. Renaud m'a dit, il y a 2 ans et demi de ça, il m'a dit, tu sais, je n'aurais pas voulu être président de cette collectivité pour le premier mandat. Ouais. Il m'a dit, il y aura de tels problèmes de mise en route. Tu auras... Il n'aurait pas voulu essuyer les plâtres, en fait. Mais c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous vous trouvez avec des gens qui ont les mêmes grades, les mêmes responsabilités, et il faut en choisir un pour diriger quelque chose, puisque c'est plus 2, c'est un seul. Ouais. Éviter les doublons, supprimer les doublons. Mais comment? Mais ça prend du temps. Et il m'a dit ça à moi. Il m'a dit, Ralph, ce sera difficile pour celui qui va, quel qu'il soit. Et à l'époque, je pense qu'il pensait plus que ce serait Serge que quelqu'un d'autre. On a beaucoup d'observateurs qui partagent cette opinion de la difficulté de la mise en route. Okay? Au-delà de ces problèmes qui sont des problèmes, on va dire, d'infrastructure, structurels, sur la façon de gérer les choses. Mais la façon de gérer les choses, elle découle de ce qui a été fait aussi. Non, je parle des choix stratégiques. Votre frère dit les choix stratégiques en matière de développement économique ne sont pas les bons. Par exemple, le recours à l'investissement n'est pas suffisant, les projets ne sont pas les projets les plus pertinents, il faut arrêter la gestion de bons pères de famille, il faut avoir un peu plus de dynamisme. J'espère que je ne trahis pas ces propos. En tout cas, vous pourrez me dire. D'autres en face disent non, attention, on a retrouvé une situation financière délicate, il faut rétablir les équilibres avant de partir la fleur au fusil. Vous dites quoi? Je dis que les deux ont raison. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'il faut relancer, mais en même temps, on peut relancer qu'avec les moyens qu'on a. Et si on n'a pas de moyens, on relance pas. Et si on n'a pas de gros moyens, c'est difficile de relancer. Comment on fait pour expliquer ça à la population quand on a préparé cette population à une révolution future, des changements, les choses vont changer, vous allez voir. C'est compliqué après, non? Oui, mais vous savez, quand on arrive et puis qu'on est confronté à des réalités, même si on veut changer, on ne peut pas forcément aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Je pense qu'il faut voir s'il y a une honnêteté morale. Parce que vous avez fait un choix tout à fait différent à Casse-Pilote. Si on revient à Casse-Pilote. Ah, mais c'est une question de personnalité. Alors, on va aborder un sujet qui est peut-être un peu délicat. Finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire des recommandations de la Chambre régionale des comptes. Hein? Ah, je la respecte. Hein. Je tiens les comptes au maximum. Oui, mais bon. Mais non, mais je travaille. Oui, d'accord. Mais... Et la Cour des comptes elle-même nous a donné des satisfecits sur la qualité de notre travail. Très bien. Mais en tout cas, vous n'avez pas toujours suivi leurs recommandations. Mais parce que je fais au mieux. Mais c'est vrai que... Est-ce qu'il vous énerve de temps en temps? Ah non. Non. Je vous ai connu un peu plus teigneux vis-à-vis de cette chambre régionale. Non, moi je me bais pas. Ah, vous avez mis du vin, de l'eau dans votre vin. Moi je respecte la Cour des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, c'est-à-dire que nous avons... Mais non, à l'heure actuelle, je suis dans une perspective, et la Cour des comptes le sait, de mettre de l'équilibre dans le budget. D'accord. Vous revenez. Non, on a travaillé, on n'a pas arrêté de. Politiquement correct. Non, on n'a pas arrêté de faire ça. On a vraiment travaillé ça très dur. J'ai lu les rapports, ils sont super sévères sur votre gestion. Mais attendez, c'est quand même une gestion pour laquelle ils ont plus de considération que certaines autres gestions. Donc moi, ne parlons pas des autres. Je ne suis pas le plus mauvais. Oui, mais vous faites partie des élèves turbulent, c'est-à-dire qu'ils vous disent, c'est vrai. Ils vous disent, Ralph, allez plutôt à gauche. Vous dites, écoutez, messieurs, moi, je gère le pragmatisme, je gère mes électeurs, je gère mon pays, je gère ma réalité, je vais à droite. Mais attendez, je suis obligé d'avancer pour donner du travail aux gens. Mais ce discours-là, est-ce qu'ils l'écoutent? Oui. Quand vous savez expliquer les choses, les gens comprennent. Parce que s'ils voient que vous êtes honnête dans votre logique, ils vous comprennent et ils vous aident. Allons faire un peu de politique. Allons faire un peu de politique fiction. Imaginons que vous ayez été, si vous aviez été candidat, président de la CTM. Est-ce que vous auriez choisi cette politique-là? Non. Non?
Ah non, mais moi je ne suis pas président de la CTM. Non, mais ce que vous avez fait à Je Casse-Pilote... respecte le président, je soutiens le président. Non, mais attendez, c'est pas la question que je Je vous lâche pose. pas le président. C'est la question que c'est pas la question que je vous pose. Ce que vous avez fait... J'aurais fait un gros emprunt. Avec le gros emprunt, voilà. j'aurais fait des routes. Ah ben voilà. Mais oui, mais ça c'est mon caractère. Non, mais c'est ce que je vous demande. Et on comprend bien, parce que on comprend bien Mais je peux comprendre aussi. qu'il ne le fasse pas. Mais attendez, ma femme me casse les orteils tous les jours quand elle me dit il faut pas dépenser au taille social. Alors elle fait son boulot, c'est ma femme. Non, mais attendez, le choix stratégique que vous venez d'énoncer là, j'aurais fait un gros emprunt et vous le défendez. Vous avez des arguments pour ça. Vous n'êtes pas fou. Non. Et comment d'autres s'y opposent? Qu'est-ce que vous diriez là, par exemple? Parce qu'on va repartir en campagne. Vous êtes d'accord? Là, c'est parti, hein, pour l'élection. On dit l'élection municipale, mais en réalité, les gens les candidatures vont se multiplier au municipal pour peser dans chaque commune, pour ensuite constituer les listes à la CTM. Donc, les deux élections sont complètement imbriquées. Tout à fait. On est reparti en campagne. Vous, par exemple, pour séduire les futurs candidats, les futures têtes de liste à cette idée de développement économique par l'emprunt, vous diriez quoi? C'est assez difficile parce que je soutiens M. Alfred Marie-Jeanne. Je ne vais pas lâcher le président. Oui, d'accord. Mais mettons-le quelques minutes de côté. Si vous aviez à défendre ces Si idées-là. le président n'est pas candidat et n'est pas président, Oui. je dirais il faut un candidat qui, aujourd'hui, en fonction des moyens, bien sûr, il faut être logique, Oui. regarde comment on peut relancer l'activité du territoire avec des moyens financiers. On ne fait pas de choses si on n'a pas d'essence dans le moteur. Ouais. L'essence, il faut aller le chercher là où il est, voir dans quelles conditions on peut l'avoir, mais il faut derrière avoir des projets qui sont justifiés, qui tiennent la route. Est-ce que ces idées-là, que vous voyez expérimenter ailleurs, bien évidemment, y compris en France hexagonale, comment se fait-il qu'ici, on ne puisse pas les partager? Par exemple, qui empêche les politiques martiniquais de faire un emprunt obligataire? Qui? Pas moi. Pas moi. Et vous ne comprenez pas que ça ne se le fasse pas? Mais moi, je ne le comprends pas. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais Alors que ça figurait dans la plateforme de l'Alliance. oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se faire. Là, c'est pas fini. Ah, vous pensez que ça puisse se Mais faire? je ne sais pas ce que le président... Alfred Marie-Jeanne n'est pas parti pour faire ce Non, genre vous de ne savez concession. pas, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Peut-être que vous avez des choses Ah à nous ben, dire. non, alors là, je vous jure que j'ai rien à vous dire. Ouais. Mais le président Marie-Jeanne, c'est lui qui sait comment il gère sa collectivité. Moi, personnellement, je soutiens Alfred Marie-Jeanne. D'accord, mais Je en vais pas même le temps, lâcher. mais parallèlement, on sent bien que derrière ce soutien, il y a quand même l'envie de lui conseiller ou de prodiguer quelques conseils en matière de développement économique, quand même. Ah, je ne crois pas que c'est moi qui vais lui conseiller quoi que ce soit. Je pense que c'est un homme qui sait ce qu'il peut faire ou ce qu'il veut faire. Est-ce que vous avez envie Mais- de parler de votre frère? Oh, moi, mon frère... De l'un de vos frères? Oui, qui est- de l'un de mes frères. Celui qui fait de la politique. Celui qui fait de la Moi, je politique. considère que c'est un garçon de grande valeur. Il est venu à notre micro ici Oui. et il nous a laissé entendre que si les gens ne voulaient pas y aller, les gens qui sont autour de lui ne voulaient pas y aller, il irait à nouveau à la conquête de la mairie de Saint-Joseph. Est-ce que vous auriez un conseil à lui Moi, je donner? vais vous dire, quels que soient les gens qui sont à Saint-Joseph, ils ont perdu énormément de ne pas avoir mon frère à la commune. Vous venez pas forcément de lui rendre service là, en disant ça. Non, s'ils avaient eu mon frère à la commune, Ouais. je viens de vous dire que ça aurait été formidable pour eux. Ils ont loupé un coche quand ils ne l'ont pas eu. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le meilleur slogan de campagne Ils ont loupé un coche. Ouais. Et ils ont loupé un coche. Ouais. Parce que ça aurait été un maire d'avant-garde, il aurait fait des choses énormes. Et j'en suis persuadé. Mais moi, je pense que... enfin, je ne vais pas me mêler des affaires de mon frère, je ne m'en suis jamais mêlé. Ouais. Me suis jamais mêlé de ses affaires politiques. Mais je pense que... Comment se fait-il que vous puissiez réussir à être élu et lui pas? C'est quoi votre secret? Qu'est-ce qu'il ne fait pas que vous faites? Bon, je pense que c'est peut-être parce que
À l'intérieur de la population de ma petite commune, on me connaît, je pense, différemment, quoi. C'est vrai que ça lui a été reproché à plusieurs reprises, c'est la notion de proximité. C'est clair que vous, on vous voit partout. Hein. Vous êtes partout, et en plus, vous avez le langage fleuri, et c'est un euphémisme. Et en plus, vous connaissez concrètement le terrain. Oui, et vous savez, les gens, quand on aime les gens vous aiment. Voilà. Ouais. Je n'ai pas dit qu'ils n'aiment pas les gens, mais quand on aime les gens vous aiment. Quand les gens vous aiment, c'est parce qu'ils vous voient. Et vous aimez les gens? Ah oui, moi j'aime les autres. Ah oui, c'est mon caractère, moi j'aime les gens. Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est... J'ai toujours... Non seulement c'est nécessaire, mais c'est même indispensable et suffisant pour faire de la politique. C'est le point de départ. Ah oui, il faut aimer les autres. Mais quand vous aimez les gens vous aiment. Ouais. Alors même quand vous avez... Parce que quand vous aurez toujours des gens qui vont vous faire des méchancetés. Mais ceux qui vous font des méchancetés, vous êtes protégés par ceux qui vous aiment. Vous savez même pas qu'on veut vous faire une méchanceté, mais vous avez quelqu'un qui vous protège et vous savez même pas qu'on vous a protégé. Et vous protégez les autres tant que vous pouvez aussi. Très bien. Alors, on va parler d'une autre de vos casquettes, parce qu'on est dans l'émission la plus longue du paysage audiovisuel martiniquais, on a le temps de parler de tout. Vous êtes le patron du SMEM. On réalise, en les écoutant, en les interviewant, qu'une bonne partie des élus martiniquais, et des élus de base, hein, je parle des conseillers municipaux, mais aussi des élus avec des niveaux de responsabilité plus élevés, qui ne savent pas vraiment quelle est la mission du SMEM. Et là, est-ce que vous pourriez, grâce à cette émission, les aider un tout petit peu? Bien, écoutez, oui, je vais vous dire, c'était une des choses que j'ai vraiment découvert. Une révélation pour vous? Oui, quand je suis arrivé au SMEM. J'ai réalisé que la population martiniquaise ne se rendait pas compte de l'importance de ce syndicat qui appartient aux 34 communes et à la CTM. C'est la seule autorité compétente sur le territoire pour la distribution d'électricité. Nous avons un concessionnaire... Pas la fabrication, on est bien d'accord. Hein. La distribution d'électricité. Nous avons un concessionnaire qui s'appelle EDF. Nous sommes les concédants. EDF gère nos lignes basse et moyenne tension, et tous les ans, nous avons ce qu'on appelle le CRAC. C'est un moment où ils nous rendent un rapport de l'état dans lequel se trouve le réseau, de la façon dont ça s'est passé, des pourcentages de coupures qu'il y a eu. Mais c'est vous le propriétaire du réseau. Nous sommes propriétaires du réseau. Pour que les Martiniquais comprennent, les poteaux et les fils, c'est à vous. Les fils nous appartiennent, les poteaux ne nous appartiennent pas. Enfin, quand on dit c'est à vous, c'est à nous. C'est à nous. Ouais. Tous les câbles nous appartiennent. Alors nous avons comme mission de faire des extensions de réseau. C'est-à-dire que quand il faut allonger les fils en question, c'est nous qui sommes responsables de le faire. L'enfouissement également. L'enfouissement, c'est nous qui décidons qu'on va enfouir, mais bien entendu, nous faisons ça en travaillant avec EDF, parce que nous ne pourrions pas faire ces choses-là si EDF n'était pas un bon concessionnaire. Et nous sommes heureux de travailler avec EDF et du concessionnaire que nous avons, et on travaille sérieusement avec eux. Bon, vous savez qu'ici, c'est pas la langue de bois. Il y a des gens qui vous critiquent beaucoup, quelques-uns, et il y en a beaucoup qui disent, heureusement que Ralph est arrivé au SMEM, il a dynamisé les choses, etc. Alors, ça, on ne va pas en parler, puisqu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, vous êtes d'accord? En tout cas, cela vous félicite, et vous allez pouvoir parler de votre action, là, dans quelques minutes. Mais moi, je m'intéresse surtout à ceux qui vous critiquent, pour comprendre pourquoi. Et il y en a qui disent, ouais, mais Ralph, il fait du business en même temps qu'il fait de l'électricité. Alors, est-ce que quel business je fais? Je ne sais pas, il y a des gens qui disent, mais il parle business comme si ça l'intéressait directement. Est-ce que vous balayez ces critiques-là d'un revers de main? Oui, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis président du syndicat d'électricité mixte de la Martinique. Je m'occupe de tout ce qui concerne la distribution d'électricité, le coût de l'électricité. Et vous ne touchez pas au business de l'électricité? Parce que c'est les mêmes, c'est les mêmes critiques que celles que je vous ai citées tout à l'heure à Casse-Pilote. Vous vous rappelez? La parole est facile. Non, mais justement, est-ce que... mais je vais vous ne laissez pas vous dire. Hein. Profitez-en. Mais je vais vous dire, allez-y. Je n'ai pas de problème. Je suis un homme, je suis transparent.
je vous répète, en tant que président du syndicat mixte d'électricité, je suis arrivé, j'ai voulu m'intéresser au réseau. Oui. Je me suis intéressé au réseau pour voir comment on pouvait refaire le réseau de façon moderne. Oui. À ce moment-là, personne ne parlait beaucoup des énergies renouvelables encore, Oui. c'était pas d'actualité, ça existait, mais c'était pas d'actualité. Et quand je me suis penché sur ce problème, on s'est pas aperçu, il y avait entre autres à discuter des fonctionnements du réseau avec des moyens modernes, avec ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire l'intelligence du réseau qui s'autogère et qui, s'il y a une panne par ici, sans que l'homme n'intervienne, la machine, enfin le réseau lui-même, va automatiquement prendre le courant qui ne peut pas passer par là et le faire passer par là, pour que tout le monde continue à avoir du courant. Donc tout ça, c'est de l'automatisme. Bon. Donc ça, je me suis intéressé à ça. Et je n'ai pas lâché ce projet. Et aujourd'hui, nous avons, à travers un travail qu'on fait en commun, EDF et le SMEM, nous travaillons sur ce nouveau réseau que nous voulons essayer de pouvoir mettre en œuvre. Il y en a pour 100 millions d'euros. Ouais. Donc on s'occupe de ça. Bon, je n'ai rien à voir dans ça, à titre personnel. D'accord. Nous avons ce qu'on appelle l'électricité, l'éclairage public. Dans une commune, ce qui coûte le plus cher en électricité à la commune, c'est l'éclairage public. D'ailleurs, vous en faites au SMEM l'objectif numéro 1. Mais bien sûr, on a ce gros problème parce que toutes les communes, ça coûte très cher. Et il y a des communes qui ont déjà pris de l'avance dessus. Pourquoi ? Parce que le réseau est obsolète, c'est ça en fait. Ah ben, attendez, ce qui se passe, c'est que la consommation d'une ampoule ordinaire n'a rien à voir avec les ampoules LED. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens d'éclairer avec une consommation tout à fait différente. Donc du coup, on est en train de travailler sur ça, mais la première chose que j'ai faite, j'ai demandé un diagnostic sur tout le territoire martiniquais, pour chaque commune, l'état dans lequel se trouve l'éclairage public. Ampoule par ampoule, poteau par poteau, boîtier par boîtier, tout. On a eu 5 entreprises différentes qui ont été choisies sur appel d'offres. D'ailleurs, toutes celles qui ont répondu, on les a prises parce qu'il fallait... Moi, j'avais expliqué, j'avais dit, une entreprise présentait des prix très bas. J'ai dit d'abord, j'y crois pas. Il va après nous coller des augmentations. Et ils disaient qu'ils allaient tout faire en X mois. C'était impossible. Ils auraient mis 2-3 ans à le faire. On l'a fait dans une année avec 5 entreprises qui ont travaillé. Et nous sommes le seul territoire français à avoir sur toutes les communes exactement connaissance de l'état dans lequel se trouve le réseau. Ça, c'est le diagnostic. Le diagnostic. On l'a fait. À la suite de ça, maintenant, nous travaillons à faire en sorte que nous fassions, les 34 communes, bénéficier de nouveaux produits, de nouveaux réseaux. Alors, il y en a qui ont déjà lancé, et qui avaient déjà lancé, on va continuer à les accompagner. Nous avons un certain nombre de communes avec qui nous avions déjà conventionné, avant même que j'arrive, dont Casse-Pilote, pour l'éclairage public. Donc, c'est plus facile pour la gestion directe. La gestion. Ouais. Mais pour faire ce projet, cet investissement, il nous faut un soutien financier qui vient notamment du FEDER, les fonds européens. Les fonds européens. Et les fonds européens, la CTM, à juste titre, a dit, moi, je ne peux pas me permettre de traiter Casse-Pilote, telle commune, telle autre commune, pour des montants comme ça, chaque commune sur un dossier. Non, moi je préfère avoir un interlocuteur, donc le SMEM, a la responsabilité de ça. Nous travaillons ensemble avec EDF, parce que là aussi, nous avons un concessionnaire et on le respecte, et nous sommes en train de lancer nos projets de façon à essayer de faire en sorte que les communes, toutes les 34 communes, en sachant que les 11 premières communes, ça devrait être fait d'ici 15 ou 16 mois, on pourrait avoir fait le travail, on va lancer les appels d'offres et tout, pour mettre... Alors, imaginez-vous bien qu'on espère réduire l'électricité de l'éclairage public de 50 à 60%.
C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser 100 000 euros, on va dépenser 40 000 euros peut-être. Vous pensez bien que les 60 000 euros qu'on ne va pas dépenser pour éclairer, avec un éclairage qui sera peut-être sûrement même meilleur, on les utilisera ailleurs. Mais on travaille sur ça. Alors ça, c'est le SMEM. Maintenant, puisque vous me parlez de moi, Ralph Monplaisir, ça fait 12 ans que je travaille à titre personnel, dans un cadre privé, sur des projets d'énergie électrique, de production. Alors là, vous m'excusez, j'ai rien à voir avec le SMEM. Là, je suis en concurrence avec EDF, quelque part, parce que j'essaie de produire. Alors ça m'a amené à répondre à des appels à projets, à l'époque, d'être retenu par la CRE sur des appels à projets. C'est ça qui fait l'amalgame, en fait. Et le discours. Ils peuvent faire leur discours, et je me suis assis. Alors, je vais vous dire autre chose. Je suis arrivé au SMEM. Il y a eu l'inauguration de la nouvelle usine. Je le dis parce que ça m'avait choqué. Ce jour-là, j'étais président depuis un mois et demi. Je suis resté assis sur mon siège au premier rang. On ne m'a pas donné la parole. Enfin, soyons très clairs, EDF ne vous a pas donné la parole. Bien, je parle d'EDF. Non, mais de ce jour-là, à mon avis, ils ont dû voir votre casquette de producteur d'électricité. Non, ils ont vu la casquette du SMEM et ça ne collait pas entre les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, ça s'est amélioré. Ben oui, mais comment ça a fait pour s'améliorer? C'est vous, c'est ça? Eh bien, nous nous sommes assis autour d'une table, le nouveau directeur et moi. Et on a commencé à parler de la maîtrise des énergies Quand vous dites le nouveau directeur, de l'époque, c'était M. Durand. C'était M. Durand. Eh bien, il venait d'arriver. On s'est assis ensemble avec nos responsables. On a commencé à parler de la maîtrise de l'électricité des bâtiments publics pour réduire les coûts. Et nous, on avait voté 3 millions d'euros au SMEM, que j'ai trouvé, qui avait été voté avant moi. Bon, pour faire ce travail. EDF dépensait de l'argent pour la même chose. Et moi, j'ai dit ce jour-là, monsieur le directeur, ça n'a pas de sens. Nous, on fait d'un côté, vous faites de l'autre, on fait la même chose, on peut se retrouver. Je dis, monsieur le directeur, je vous propose que je vois avec le syndicat, qu'on vous mette nos 3 millions à disposition, vous les gérez, bien entendu, on va suivre avec vous, mais c'est vous qui les gérez, et vous les additionnez à ceux que vous avez, et à ce moment-là, ça fera plus d'argent. Quand on est sorti, il m'a dit, ah, mais vous savez, on va voir et tout, je n'ai pas l'habitude et tout. C'est pas dans notre politique. Je dis, moi, je vous fais une proposition, ça me paraît plus sensé. On est sorti, il me dit après, je vais voir. Il me téléphone 24 ou 48 heures après, il me dit, vous savez, président, j'en ai parlé avec Paris, vos 3 millions, eh ben, nous on met 3 millions aussi, à côté des votes, mais c'est vous qui gérez, le SMEM. Fantastique. Alors là, je lui dis, mais, monsieur le directeur, on pourrait peut-être voir l'ADEME. Ah ben oui, on appelle l'ADEME. L'ADEME nous dit, d'accord, je mets 750 000 aussi. On s'est retrouvé de 3 millions à 6 750 000 euros parce qu'on avait mis nos forces ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble. Bon, l'ancienne région avait tendance à avoir sa propre politique. C'est reparti. Dans le domaine de... Non, mais elle avait sa politique dans le domaine de l'énergie. D'ailleurs, c'est vous qui avez mis fin à la fameuse agence, là, non? Je n'ai pas mis fin à aucune agence. Vous avez aidé, en tout cas. Non, vous avez récupéré vos pions. Non, moi, j'avais même donné ma démission. On a tenu à ce que je reste, et puis on m'a laissé avec un bébé brûlé. Hein. Ouais, bon. Et puis vous avez... on a calmé le jeu, les gens ont été repris, la collectivité a repris dans l'ensemble, ça s'est passé plutôt bien passé. Oui, et puis nous continuons avec de oui, et nous avions à la tête de l'agence un ingénieur remarquable qui s'appelle Laurent Bellemare, qui est revenu et qui s'occupe chez nous de façon formidable de tout ce qui est les énergies renouvelables et tout. Donc pour continuer, excusez-moi, de ça est né, quand la collectivité a été réalisée, le programme territorial de maîtrise de l'énergie mené par 4 partenaires. Parce que la CTM a bien voulu, CTM, EDF, ADEME-DEAL, c'est-à-dire l'État, et le SMEM. Et tous les 4 ensemble, nous nous asseyons pour discuter de tout ce qui est énergie sur le territoire, comment on aide à réduire la consommation électrique, comment on aide les projets de développement dans le domaine des énergies. Et j'ai, en public, devant préfet et autres, bien dit, attention, le SMEM, c'est le SMEM, mais dans ce qui est production,
Ralph Monplaisir, À titre à personnel. titre personnel, a travaillé depuis 11-12 ans sur ça. J'ai travaillé sur le bioéthanol, j'ai travaillé sur le photovoltaïque, j'ai travaillé sur les éoliennes. Et vous n'allez pas y renoncer, c'est clair. Bon, c'est un couillon. Dans cette émission, les choses sont dites. Alors, non. on a parlé de l'électricité qui concerne chacun d'entre nous. Oui. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de vie. Ça, c'est clair. Par contre, j'aimerais vous parler d'un Par sujet. contre, je dois vous dire que tout en faisant, je respecte tous les projets qui sont présentés pour la production d'énergie, je les soutiens. Le PTME, parce que ce sont des enfin, projets. on en a besoin. Ouais, mais ce sont des projets qui peuvent être concurrents des vôtres. mais ce n'est pas concurrent du mien, parce qu'on en a besoin. Bon, très Il y a bien. de la place pour tout le monde. Très bien, on va changer de sujet pour terminer. J'aimerais vous parler d'un sujet qui impacte les Martiniquais, mais dont personne ne veut parler, c'est la problématique du traitement des fosses septiques. Alors vous allez, je vous vois déjà sourire. En clair, on a un gisement de 185 000 tonnes qui est celui des fosses septiques qu'il faut traiter au bout d'un certain nombre d'années pour les gens qui ne sont pas dans le réseau collectif. Les Martiniquais n'ont pas l'habitude de vider leurs fosses septiques. Il y en a même qui sont là depuis 30 ans, 40 ans sans être vidés. Mais bon, il faut quand même vider. Il y a 30 000 tonnes qui sont collectées. Et normalement, ces 30 000 tonnes doivent aller dans des centrales. Alors, il y en a une qui est gérée par Odyssey à Fort-de-France et il y en a une qui est gérée par Essenia au Marigot. Et ces centrales doivent gérer et traiter ces déchets. Mais on s'aperçoit que sur 30 000 tonnes, il n'y a que 8 000 tonnes qui vont dans les centrales et il y a 22 000 tonnes qui vont directement dans la nature. C'est-à-dire qu'un certain nombre de collecteurs prennent ce qu'ils prennent dans les fosses septiques et jettent ça dans les rivières, dans un certain nombre de stations d'épuration, dans les eaux usées, etc. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas cette réalité ? Je ne peux pas vous confirmer ça parce que je n'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces déchets naturels peuvent être valorisés. Tout à fait. Une partie d'entre eux sont valorisés par une société qui se trouve au Laurenti et qui fabrique, en fait, entre guillemets, des engrais, mais la majorité va dans la nature. Alors, au-delà du fait que vous puissiez confirmer ou pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faudrait lancer un bel appel à projet, et je pense que peut-être que je peux en parler au PTME, un appel à projet, peut-être qu'on peut y réfléchir, un appel à projet pour que soit proposé par des promoteurs l'utilisation de cette ressource, de ces déchets, pour produire une énergie. Ouais. Parce que notamment du méthane, par exemple. Par exemple. Je vous ai dit une énergie. Ouais. Mais bon, en tout cas, les collecteurs qui, au lieu de déposer ça dans les centrales, déposent dans la nature... Eh bien ça, je pense que c'est du ressort des représentants de l'État qui... devraient taper sur la tête de ces gens-là. Qui doivent suivre les choses. Très bien. Alors, pour finir, il nous reste quelques minutes, Ralph Monplaisir. Oui. Quelle est, selon vous, la principale préoccupation des Martiniquais à laquelle il faut répondre aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent plutôt, parce qu'on va rentrer à nouveau en période électorale sévère, on va dire ça comme ça. 2020, élection municipale, ça vous intéresse directement. 2021, élection à la 7e. 2022, élection présidentielle, élection législative. Le coût de la vie. La cherté de la vie. Ah oui, la vie est chère ici. Vous prenez je suis navré, je le dis, mais c'est le coût de la vie. Et c'est quoi la solution ? Je ne peux pas vous la donner comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des idées ? Alors, il y a pas mal de gens qui réfléchissent malgré tout dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez de faire une liste et de revenir au prix administré par l'État, comme les hydrocarbures sont administrés, le gaz est administré, faire une liste de produits de première nécessité, comme la farine, les sardines, l'huile, etc., et de dire, attention, en Martinique, le prix c'est ça et rien d'autre. Bien écoutez... Ou plus cher si vous voulez acheter plus cher, mais en tout cas, le prix de base, c'est ça. Il y a un travail important qui est fait par cette plateforme qui existe, pas cette plateforme, nous avons eu la commission. Ouais.
justement, c'est une commission qui est en place pour le contrôle des prix, des prix tout à fait. et justement du coût. Bon. Nous avons eu une réunion pas plus tard que hier à la préfecture. Nous allons faire beaucoup de communication sur ce qui se fait, ce qui est fait par cette commission. On va mettre en place une plateforme, on va faire de la communication. D'ailleurs, nous lançons des appels d'offres de communication. Ouais. Et il y a un travail qui est fait en ce moment. Vous avez le MEDEF qui est à Paris régulièrement pour discuter avec les autorités de beaucoup de choses qui touchent juste ces prix, ouais. À savoir que vous avez le transport, vous avez les taxes qui viennent derrière, TVA, octroi de mer, vous avez le fait que le produit, quand il est vendu, le distributeur l'a acheté d'un fournisseur en métropole. Le fournisseur, lui, il ne fait pas partie justement de ceux qui sont là pour tenir les prix. Lui, il a ses prix, il augmente. Le distributeur reçoit des augmentations régulièrement, il est obligé de répercuter. La répercussion joue sur tout. Donc il y a un travail complet. Moi, ce que j'ai conseillé, j'ai suggéré à monsieur le président du MEDEF, monsieur Bernard Edouard, je lui ai suggéré, je lui ai dit, écoute, et nous étions ainsi avec le président de cette commission, qui est le président de la Cour des comptes, qui est en Guadeloupe normalement, il est un magistrat, c'est lui qui préside cette commission. J'y suis en tant que représentant de l'association des maires. Madame Marie y est pour les consommateurs. Enfin, il y a le représentant des grandes surfaces et tout. Mais je lui ai dit, on est à un moment clé. Le monde change. Tout évolue. Il ne faut pas rigoler maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu obtiennes des autorités, que des choses soient revues sur ce qui nous concerne. On a un problème, par exemple, avec l'octroi de mer. Ralph, il nous reste vraiment très peu de temps. Oui. Est-ce que vous pourriez conclure en quelques mots dessus? En quelques mots, c'est en train d'être regardé de près, mais c'est le coût de la vie, pour moi, qui est le problème le plus grave aujourd'hui chez nous. Très bien. Monsieur le maire, monsieur le président du SMEM, merci d'avoir répondu de manière transparente à toutes nos questions. Et vous êtes le bienvenu pour une prochaine émission. Je voudrais vous remercier de votre fidélité et vous dire à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci, Merci Monsieur beaucoup. Barajo. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Bonne à bientôt. soirée.